C'est News, il est 7h42. On accueille Fabrice Epelboin. Bonjour Fabrice Epelboin, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je voulais parler avec vous de reconnaissance faciale. Bruno Retailleau se dit favorable à la reconnaissance faciale pour plus de sécurité dans certains cas, de façon très encadrée, parce qu'on va le voir après, mais ça pose forcément des problèmes de liberté. Très concrètement, quand on parle de reconnaissance faciale, de quoi parle-t-on et qu'est-ce que la technique permet aujourd'hui ? La technique permet aujourd'hui, elle a fait des progrès considérables, d'identifier une personne sur un signal vidéo issu d'une caméra de vidéosurveillance. Mais la technique aujourd'hui a un niveau de sophistication telle que n'importe qui, avec une simple photo, typiquement extrait des réseaux sociaux, et un service gratuit tel que Google Lens, d'identifier une personne sur une photo. C'est vraiment devenu extrêmement répandu. Et beaucoup plus sophistiqué que lors de son introduction, il y a déjà plus de 10 ans. Ouais. Pour le cas très précis c'est-à-dire que si on recherche quelqu'un un peu partout en France, quelqu'un entre guillemets normal qui porte pas de cagoule, je vois à peu près, c'est-à-dire que les aéroports, les rues des grandes villes, les autoroutes, les péages, les gares évidemment pourraient en être équipés. Dans le cas qui nous intéresse un peu plus précisément ce matin des émeutes, ils portent quasiment tous des cagoules. Je dis bien quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous des cagoules. C'est-à-dire que ça bloque l'utilité et ça ne fonctionne pas si on porte une cagoule, la reconnaissance faciale. Alors, il y a un petit malentendu sur l'implantation de ces technologies en France. Elles ont commencé à être déployées à partir de 2015, alors que Bernard Cazeneuve était Premier ministre. Elles se sont déployées sur une large partie du territoire, plus de 200 villes à compter d'aujourd'hui. Elles sont utilisées un peu partout en France, pas que dans les aéroports, mais vraiment un peu partout en France. Il y a des villes entières qui sont équipées et elles permettent typiquement de désigner au logiciel tel individu, fut-il masqué, et le suivre d'une caméra à l'autre jusqu'au moment où il va enlever son masque. Donc à ce niveau-là, la technologie est tout à fait prête à faire face à ce genre d'éventualité. Il n'y a pas de problème majeur, hein. Et il faut quand même souligner que ces technologies, non seulement sont implantées en France depuis plus de 10 ans, en parfaite illégalité, hein, mais ça, c'est un autre problème, mais ont bénéficié de territoires entiers qui ont très lourdement investi là-dedans et qui l'ont expérimenté. Je pense par exemple aux Émirats Arabes Unis, où c'est absolument ubiquitaire, vous en avez à chaque coin de rue. Alors j'allais vous demander justement, il y a des pays où ça fonctionne, où c'est utilisé et comment ? Je pensais plutôt à la Chine. Non, il n'y a pas besoin d'aller en Chine, il suffit d'aller aux Émirats Arabes Unis, vous en avez à tous les coins de rue, et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que ça n'est qu'une partie du dispositif. Si moi, demain, je m'amuse à aller brûler une voiture aux Émirats Arabes Unis, je vais passer plusieurs années à croupir en prison. Le dispositif en lui-même ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet d'interpeller. Après, ce qu'on dit souvent, c'est que les policiers savent interpeller. Le problème, c'est ensuite la procédure judiciaire, effectivement. Quel problème ça pose en termes de liberté ? J'imagine que vous y avez réfléchi. En termes de liberté, c'est assez simple, hein. Ça ne va pas changer grand-chose, hein, pour les individus dont vous parlez ce matin dans votre journal. Ils sont déjà interpellés. On les identifie déjà et de toute façon, ils publient eux-mêmes les images de leurs méfaits sur les réseaux sociaux, sous leur propre compte, bien souvent. Donc ça ne changera strictement rien pour eux. Pour nous, ça va radicalement changer le rapport à l'espace public. Il faut bien comprendre que depuis la révolution industrielle, on a pris des paysans qui étaient dans des petits villages où tout le monde se connaissait et quelque part tout le monde se surveillait. On les a mis dans des grands centres urbains où là, on a découvert l'anonymat dans les grands centres urbains qui n'existait pas dans le monde de la paysannerie. Et à partir de la fin du 19e siècle, on a donné à chaque citoyen dans les grands espaces urbains une forme d'anonymat dans l'espace public. Et ça fait un siècle et demi qu'on vit dans ce régime-là. Alors, vous et moi, on est relativement connus, donc on va être reconnus dans l'espace public, mais un individu ordinaire bénéficiera de cette forme d'anonymat dans l'espace public, et c'est comme ça que les sociétés modernes industrielles se sont créées. Tout ça, ça va s'arrêter, et notre rapport à l'autorité va basculer dans un monde panoptique, au sens de Michel Foucault, où on sera épié, surveillé en permanence. Et tous nos faits et gestes sont notés. C'est-à-dire que très concrètement, on ne garde pas le signal vidéo, on va juste identifier que vous êtes arrivé à telle adresse, vous êtes monté dans une voiture dont l'immatriculation est celle-ci,
qu'elle est arrivée à telle destination, vous en êtes redescendu, vous êtes rentré dans un immeuble situé à telle adresse. Et ça restera. Ce qui fait que très concrètement, votre rapport à votre intimité, à votre vie privée et au rapport que tout ça peut avoir avec l'État va radicalement changer. Les conséquences sont absolument infinies. Et il est très compliqué d'anticiper les profonds bouleversements sociaux que ça va donner pour les individus ordinaires. Pour les criminels, encore une fois, on les arrête déjà. Hein. Ça ne va pas changer grand-chose. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Merci beaucoup, Fabrice Eppelboin, de nous avoir éclairé sur ce que revêt comme réalité la reconnaissance faciale.